à tous, bienvenue sur XG Foot. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez de très bonnes vacances. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo précédente où l'on avait comparé les joueurs de manière individuelle entre le PSG et le Barça 2015 pour définir le 11 de légende de ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, on va enchaîner directement avec les milieux de terrain et les attaquants. Comme ça, on aura clôturé le chapitre. Et on va commencer tout de suite avec Busquets et Vitinha. Avant de commencer la comparaison entre Busquets et Vitinha, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Donc on est parti pour l'analyse de Busquets et Vitinha, deux joueurs qui jouent 6. Et on verra avec... déjà juste avec la map, on voit, bon, ça forme vraiment un poumon, mais avec un poumon quand même qui est plus offensif côté Vitinha, alors que côté Busquets, on est vraiment axé rond central et très légèrement devant et très légèrement derrière le rond central. Donc on voit tout de suite qu'il y aura certainement un style de jeu qui va être différent entre les deux joueurs. On va passer aux stats défensives. Et là, au niveau des stats défensives, clairement, il n'y a pas photo entre Busquets et Vitinha. On voit vraiment que Busquets, à ce niveau-là, c'est vraiment son rôle, le travail défensif, alors que Vitinha, en tout cas, il semble être un peu moins impliqué dans ce domaine. Et on va voir que quand on applique les coefficients, j'ai même eu une difficulté à faire un graphique qui soit assez visible, parce que la différence entre les deux joueurs est très très marquée dans ce domaine, dans le domaine défensif. Donc là, il n'y aura pas de surprise au niveau de la note. On aura vraiment un Vitinha qui sera très en retrait par rapport à Busquets. Et là, par contre, au niveau des passes, assez surprenant parce que de mémoire, on avait quand même un Busquets qui était vraiment... qui avait une qualité de jeu au pied qui est très reconnue, on va dire. D'ailleurs, c'était un des premiers 6 comme ça, avec cette qualité-là de relanceur. Et pourtant, Vitinha est très largement au-dessus, que ce soit au niveau de nombre de passes, nombre de passes vers l'avant, dans tous les domaines, à part peut-être en termes de passes décisives et d'expected assist, de deuxième passe décisive et d'expected assist, où Vitinha est légèrement en retrait. Et on va voir que quand on met les coefficients, ça va s'accentuer assez nettement. On voit un Vitinha quand même qui est bien devant Busquets. Donc ça permet de voir déjà qu'au niveau du rôle qu'ils ont les deux, en termes de 6, c'est pas vraiment le même profil. On a vraiment un profil pour l'instant de Busquets très défensif et une activité d'organisation dans le jeu où Vitinha est plus important. Au niveau des stats offensives, de la même manière, on voit un Vitinha qui semble quand même devant avec un nombre de courses progressives beaucoup plus important, de nombre de ballons touchés dans la surface aussi, plus de tirs cadrés, plus de passes menant un tir, plus de centres. Par contre, un peu moins de dribble et un peu moins du duel offensif. Et on va voir ça, comment ça se matérialise au niveau des stats offensives avec les coefficients. Et globalement, on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Il y a plus de duels offensifs côté Busquets et plus de dribble. Mais pour le reste, on a quand même un Vitinha qui est très largement devant. J'ai enlevé les fautes subies parce que il y avait vraiment pas photo. Busquets a un nombre de fautes subies plus important. Et donc on va regarder le classement entre les deux joueurs et moi je trouve que c'est très parlant. On a vraiment 2-6 avec deux rôles complètement différents. On a un 6 Busquets qui excelle dans le travail défensif. Un Vitinha qui a à l'inverse un travail défensif quasiment inexistant quand on compare les deux joueurs. Et par contre, dans l'organisation, on a un Vitinha qui est pareil, qui est ultra performant, 19,65, et un Busquets qui est à 14,53, très bonne note aussi, mais on voit que c'est pas du tout la même priorité entre les deux. Et offensivement, pareil, un Vitinha qui est devant. Donc, avantage à Busquets de très peu, mais je pense que le manque de travail défensif de Vitinha lui fait payer cette note-là. On va pouvoir passer maintenant à Busquets qui rejoint le 11. On passe donc maintenant à Rakitic et à João Neves. Et donc là, on va voir une map très différente, mine de rien, où on va voir un João Neves qui va plus se rapprocher d'une map à la Vitinha,
avec de l'intensité beaucoup moins marquée, et un Rakitic plutôt qui va occuper le flanc droit. Il fallait faire une comparaison et donc du coup c'est normal que les deux soient choisis pour être comparés, alors que vous verrez après Fabien Ruiz et Iniesta ont vraiment la même map. Alors au niveau des stats défensives, du coup on a quelque chose qui est relativement assez similaire, avec des avantages pour Rakitic au niveau des interceptions, au niveau des duels sur les ballons libres, des duels aériens, et un João Neves qui va jouer peut-être un peu plus de duels défensifs, un peu plus de dégagement, mais globalement ça semble être assez similaire, et on va voir qu'avec les coefficients, bon bah ça se matérialise plus pour les tacles glissés au niveau de Rakitic. Mais globalement, je pense, on verra la note après, qu'on est très similaire, enfin on doit avoir une note assez similaire entre les deux joueurs. Donc un travail défensif de qualité pour les deux. Ensuite, au niveau de la passe, pareil, on va trouver des passes longues et des passes astucieuses beaucoup plus intéressantes, enfin en nombre en tout cas, plus importantes pour Rakitic, des passes décisives un peu plus importantes pour João Neves, et un nombre de passes totales plus importantes pour João Neves aussi, et passes reçues, donc peut-être un peu plus d'activité, plus de participation dans le jeu pour João Neves. Après, ça reste très très léger, mais sinon plus décisif Rakitic. Et on va voir avec les coefficients comment ça se matérialise. Et on voit que bon, c'est quasiment pareil. Un léger avantage, à mon avis, pour Rakitic. Certainement de très très peu. Et on verra ça avec la note juste après. Au niveau des stats offensives, on a toujours pareil, un avantage quand même pour Rakitic au niveau du nombre de buts, du nombre de tirs, de XG. Il est quand même beaucoup plus décisif et plus percutant offensivement. Même si au niveau des courses progressives, on voit un João Neves qui va avoir son impact offensif avec ses courses progressives. Et donc, et plus de ballons touchés dans la surface aussi. Et donc au niveau des coefficients, ça se resserre un tout petit peu, mais un avantage au niveau des courses progressives pour João Neves. On va regarder les notes pour les deux joueurs, et on voit que globalement, c'est des joueurs qui sont très similaires. Et on regardera après quand on va comparer tous les 6 milieux de terrain, qu'ils ont un rôle, je pense, de stabilisateur du milieu, c'est-à-dire ni trop offensif, ni trop défensif, mais ils font tout bien, et je pense qu'ils sont vraiment nécessaires pour le milieu de terrain. Et donc on a un Rakitic qui est très légèrement devant João Neves, ça joue vraiment pas à grand-chose. Il est devant dans quasiment toutes les stats, sauf au niveau des passes où João Neves est très légèrement devant. Donc voilà. Donc Rakitic qui rejoint le 11 et Busquets au milieu de terrain. On va passer maintenant à Iniesta et à Fabien Ruiz. Et donc là, au niveau de la map, on voit un Iniesta et un Fabien Ruiz qui occupent principalement le côté gauche du terrain, avec une grosse activité vraiment à gauche pour Iniesta. Au niveau des stats défensives, là, je suis moi personnellement un peu surpris. Je m'attendais à voir un Fabien Ruiz qui domine un peu plus ce domaine-là par rapport à Iniesta. C'est visiblement pas vraiment le cas, peut-être un peu plus d'interception et de dégagement, mais dans le reste, Iniesta semble quand même dominer. On va regarder avec les coefficients ce que ça donne, mais voilà, on a Iniesta qui visiblement est peut-être supérieur à Fabien Ruiz dans le travail défensif, et ça reste quand même une petite surprise personnellement. Au niveau des stats liées à la passe, là c'est pareil, on voit certainement une petite domination d'Iniesta, mais par contre on voit qu'en termes de passes décisives, Fabien Ruiz a été plus décisif que Iniesta, peut-être un peu plus de passes en retrait, mais pour le reste Iniesta semble quand même supérieur dans la création et dans l'activité à la passe, et ça se matérialise encore avec les coefficients. Alors donc on verra avec la note exactement si c'est de beaucoup ou de très peu, mais voilà. Et au niveau offensif, on a là par contre, c'est assez intéressant à observer, un Fabien Ruiz qui est beaucoup plus décisif, avec beaucoup plus de buts, beaucoup plus de tirs cadrés, beaucoup plus de XG, plus de ballons touchés dans la surface, alors moins de dribbles et moins de duels offensifs, mais je pense que ça signifie qu'on a un Fabien Ruiz qui va être peut-être un peu moins dans la construction et dans la création de décalage, mais qui va être un milieu qui jouera peut-être un peu plus haut et qui va finir un peu plus les actions,
se projeter peut-être un peu plus dans la surface qu'un Iniesta qui va être vraiment là pour déstabiliser et créer entre guillemets la magie avec la passe et ses courses et ses duels. Donc deux milieux de terrain avec un style offensif différent et avec chacun sa propre caractéristique. Et donc là, quand on met les coefficients, bon bah, on verra les notes, mais on pense que peut-être que Iniesta est légèrement supérieur. Et donc ça se matérialise comment? Donc défensivement, alors le 9 c'est comparé à tous les autres milieux de terrain, donc les 3 du milieu de terrain, enfin les 6 au total. Donc on voit que bon, globalement ils ont quand même des notes assez moyennes défensivement, même si Iniesta défend un peu plus que Fabian Ruiz. Offensivement par contre, on voit Iniesta qui domine très très largement Fabian Ruiz, et pareil au niveau des passes. Donc il remporte ce duel assez nettement avec une note 14-27 contre 10-85 pour Fabian Ruiz. Donc là, on a Iniesta qui rejoint le milieu de terrain et ses amis du FC Barcelone. Et donc là, c'est toutes les notes des milieux de terrain, donc elles sont entièrement comparables et c'est très très intéressant parce que on va voir que le Barça avait certainement un milieu de terrain, on va dire, un peu plus classique dans les rôles. C'est-à-dire un 6 Busquets qui va dominer très largement le travail défensif, puisqu'on voit qu'il est largement devant. Un Rakitic qui va être plutôt le joueur médian, stabilisateur, qui est bon un peu partout, mais sans exceller. Ce que va avoir João Neves comme rôle. Et on aura un Iniesta qui est, lui, beaucoup plus dans la création et dans le duel, dans l'apport offensif dans ce milieu barcelonais. Là où au PSG, c'est plutôt différent. On a un Vitinha qui n'est pas du tout dans le travail défensif et qui pourtant pourrait penser qu'il jouait point de basse et qui va être beaucoup plus dans l'apport offensif et dans la qualité de passe. Et donc voilà, c'est 3 milieux de terrain mais qui s'articulent et s'organisent différemment. On le voit, ça se voit visuellement et quand on regarde les matchs, et ça se ressent aussi au niveau de la stat. Donc c'est assez intéressant de voir l'évolution du foot de Luis Enrique dans son milieu de terrain, avec des postes, des rôles pour chaque joueur vraiment différents entre les deux équipes. Voilà. On va passer au duel offensif, donc Neymar et Kvaratskhelia. Donc au niveau de la map, bon, on voit Kvara un peu de côté droit, mais je pense que c'est parce qu'au début il jouait légèrement à droite, mais la plupart du temps après il a joué à gauche, et on voit l'activité de Neymar est assez impressionnante. C'est une grosse activité sur le côté gauche du terrain. Au niveau des stats défensives, alors moi je suis assez surpris. Je pensais qu'il y aurait un écart un peu plus conséquent entre les deux. Non pas que je ne pense pas que Neymar ne défend pas, bien au contraire, il a toujours fait le minimum d'efforts qu'il fallait faire pour moi. Mais Kvaratskhelia, on a des images de lui face à l'Inter, etc., où il défend quand même énormément, et donc du coup je m'attendais à un plus gros écart. On va voir avec les coefficients, et on voit qu'avec les coefficients, il y a des duels aériens à l'avantage pour Neymar et des duels sur ballon libre. Après, pour le reste, on a quand même un Kvaratskhelia qui semble dominer le duel défensif. On verra si ça se matérialise au niveau de la note. Au niveau des stats liées à la passe, voilà, là on voit les standards de Neymar. Kvaratskhelia n'est pas mauvais, mais Neymar est très très fort. Il est très très fort parce que, à part les passes en retrait et le nombre de ballons reçus, pour le reste, Neymar est très très largement au-dessus de Kvaratskhelia. C'est assez impressionnant. Et quand on met les coefficients, ça se resserre très légèrement, mais bon, il reste dominateur dans le domaine. Donc un Neymar qui va être très vraiment dans un rôle un peu de 10 aussi, qui va créer beaucoup par la passe. Et là, offensivement, de la même manière, je suis assez surpris parce que Kvaratskhelia, offensivement, il apporte. Neymar, on sait qu'il a porté énormément, mais là, c'est assez marqué quand même. On voit qu'il y a un net écart entre les deux. Le seul domaine où Kvaratskhelia surpasse Neymar, c'est les courses progressives. Sinon, dans tous les domaines, honnêtement, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Même quand on met les coefficients, Neymar, là, offensivement, vous verrez les notes après, c'est juste exceptionnel. Je pense qu'à cette époque-là, c'était le meilleur sur Terre.
Il n'y avait pas mieux, même Messi, vous verrez, il n'a pas son niveau offensif. Et donc là, au niveau des notes, défensivement, on a un Neymar qui, par rapport aux 3, enfin, donc, du coup, aux 6 de l'attaque, a une note de 10,65. Kvaratskhelia à 13,72. Offensivement, c'est la meilleure note, 19,45. Kvaratskhelia 13,41. Et au niveau des passes, un Neymar qui est légèrement devant Kvaratskhelia à 14,40 pour 13,50. Donc, on a un Neymar qui remporte ce duel. Kvaratskhelia qui est un bon joueur, qui n'excelle pas. On voit qu'il a 13 partout, en fait. Il excelle nulle part, mais il est complet et très utile pour un collectif. Là où on voit que Neymar, au niveau offensif, là, il crée énormément de différences. Et c'est juste tout simplement impressionnant. On va passer au duel. Donc ouais, Neymar qui rejoint le 11, qui ressemble de plus en plus à un 11 barcelonais. Et là, on a le duel entre Messi et Désiré Doué. Donc là, pareil, au niveau de la map, bon, Désiré Doué, pareil, a joué pas mal à gauche, puis à droite. Sur la fin, joué beaucoup plus à droite. On a un Messi qui est plus meneur de jeu, en réalité, que ailier droit. Même si sur la carte, on le met ailier droit. Mais en réalité, il était plus 10 côté droit que ailier à proprement parler. Les stats défensives, et là, là on peut être impressionné à quel point il y a un gap entre le travail de Messi et de Désiré Doué défensivement. Pardon. Là, il n'y a même pas photo. Hein. On peut mettre les coefficients directement et il n'y a pas match. Désiré Doué domine très largement, très largement les débats défensifs par rapport à Messi. C'est pas une surprise. Messi, on sait qu'il défend pas. Donc c'est pas surprenant. On va regarder maintenant les stats liées à la passe. Et là, alors, faut pas minimiser ce que fait Désiré Doué. Honnêtement, il a quand même aussi des stats très impressionnantes. Mais Messi, c'est Messi. Et au niveau de la passe, il n'y a peut-être pas meilleur. Donc là, on voit qu'il domine dans tous les domaines, sauf les passes en retrait, où Doué est très légèrement devant. Mais sinon, il est largement au-dessus, Messi. Et puis quand on met les coefficients, c'est pareil. Messi domine tout au niveau de la passe. Donc on voit vraiment son rôle de créateur et de participation dans le jeu. Et au niveau des stats offensives, il y a un peu plus de matchs. Donc le plus de centres pour Désiré Doué, pas une surprise quand on voit la map au début. On voit que Messi était plus dans l'axe, donc c'est normal qu'il fasse moins de centres que Désiré Doué. Par contre, plus de courses progressives pour Désiré Doué que pour Messi. Donc on a un Messi qui, on va pas dire joue arrêté, mais presque. Et plus de ballons touchés dans la surface aussi pour Désiré Doué. Par contre, au niveau des buts, des tirs, des IG, des dribbles, des duels offensifs, il n'y a pas trop de discussion entre les deux. Et puis même quand on met les coefficients, c'est pareil, hein, il n'y a vraiment pas de discussion. Donc on va pouvoir voir les notes. Et la grosse surprise, c'est que Désiré Doué remporte le duel. Et ouais, parce qu'en fait, Messi défend tellement mal que ça lui baisse sa note. Et en fait, Désiré Doué défend très très bien. Et en fait, il est bon dans tous les domaines. Il n'est pas excellent, mais il est très bon. Il a 13,91 en attaque, Messi à 16,34. Et en passe, il est à 14,71 quand Messi à 19,55. Ce qui fait qu'on a un joueur complet côté Désiré Doué qui sait défendre, qui sait attaquer, qui sait faire des passes, en tout cas participer au jeu et être dans la création, alors qu'on a un Messi qui excelle offensivement excelle surtout à la passe et offensivement, mais du coup à la moyenne, on a un Désiré Doué qui est très légèrement devant Léo Messi, et donc du coup, le sort du 11, tout simplement, on a Messi qui va sortir du 11 et Désiré Doué qui rejoint le 11. Voilà, dernier duel entre Suarez et Dembélé qui va prendre la place de 9. Donc là, au niveau de la map, très différent encore une fois. Un Suarez pur 9 qui est vraiment devant la surface, dans la surface, plein axe. Et un Dembélé qui part plutôt côté droit et qui va rentrer dans l'axe, qui est même plus excentré qu'un Messi qui joue, lui, entre guillemets, dans l'axe. Donc deux types de neuf au profil très différents. Et là, au niveau défensif, donc on voit qu'on a un Suarez qui domine dans l'ensemble Dembélé. Donc plus de duels défensifs, plus de duels aériens, plus de duels sur ballon libre, plus de tacles glissés, plus d'interceptions, plus de ballons récupérés dans son camp, plus de dégagements, plus de fautes, plus de cartons, c'est pas une surprise. Par contre, les cartons rouges, assez surpris que Dembélé en ait pris plus. Et donc, quand on met les coefficients,
bah, on s'aperçoit que on a un Suarez qui est légèrement devant Dembélé, et on va revenir après, plus tard, je vous expliquerai pourquoi, mais on va revenir sur ces stats-là défensives et apporter une petite précision justement sur l'analyse des stats, etc. Au niveau des passes, du coup, là, c'est assez parlant, c'est qu'on voit un Dembélé qui est beaucoup plus dans la participation au jeu, qui va toucher plus de ballons, qui va participer beaucoup plus au ballon, mais qui va être un peu moins efficace. Là où on a un Suarez qui a plus de passes astucieuses, très légèrement, plus de passes décisives, plus de secondes passes décisives. Donc, plus de participation au jeu côté Dembélé, mais moins d'efficacité dans le domaine par rapport à Suarez. Donc, quand on va mettre les coefficients, normalement, ça devrait se ressentir un peu. Voilà, on voit un Dembélé qui participe globalement plus, mais qui est un petit peu moins efficace qu'un Suarez au niveau des passes. Et offensivement, donc, on a un Suarez qui a marqué un peu plus de buts. Au niveau des tirs, ça se vaut. DXG légèrement devant pour Suarez. Des passes menant à un tir, Dembélé largement devant. Les centres, c'est pareil, assez surprenant, parce qu'on a un Dembélé qu'on voit sur la map qui joue côté droit, vraiment, et qui centre autant qu'un Suarez. Plus de dribble côté Dembélé, plus de duels offensifs, et surtout beaucoup plus de courses progressives que Dembélé. Donc, pareil, encore une fois, on a un style de jeu un peu différent offensivement. On voit vraiment le rôle du pur neuf côté Suarez et un peu moins côté Dembélé. Mais à mon avis, au niveau des stats, on va regarder ça. Donc là, on voit défensivement 4,15 pour Dembélé, 4,16, 7,82 pour Suarez. Donc c'est à comparer avec tous les autres joueurs offensifs, Désiré Doué, Messi et Neymar et Kvaratskhelia. Offensivement, il n'y a pas photo. En attaque, Dembélé, beaucoup plus complet. Il marque des buts et il fait jouer les autres et il provoque, etc. Donc beaucoup plus complet qu'un Suarez qui est très limité dans son rôle. Et au niveau des passes, pareil. Il a peut-être moins de passes décisives, mais il est tellement beaucoup plus actif dans le jeu, participe beaucoup plus au jeu Dembélé, dans la création, qui en fait, il est 2 fois plus fort que Suarez dans le domaine. Et au niveau de la note finale, on a un Dembélé qui remporte le duel, qui va se retrouver 9 de l'effectif, au final, avec une note de 11,49. Donc voilà, on a un Dembélé qui rejoint ce 11, qui a fière allure quand même. Donc au final, on a quoi? On a 1, 2, 3... 4, 5, 6 joueurs barcelonais et 5 joueurs du PSG. Donc avec une défense majoritairement parisienne, avec Mascherano qui prend la ligne, un milieu de terrain sous contrôle barcelonais et une attaque, alors avec la surprise Désiré Doué, on va dire sous contrôle parisienne, et le gardien avec Ter Stegen barcelonais. Donc voilà, on va revenir un peu sur les stats des joueurs offensif, et je vais vous expliquer quelque chose qu'il est important de comprendre quand on fait de l'analyse statistique comme ça. Regardez juste la note défensive de Dembélé et celle de Messi. Et je pense qu'on est unanime tous ici pour dire que Dembélé, défensivement, travaille 1000 fois plus que Messi. Et en fait, c'est là où il y a la limite au niveau des stats. C'est que on a un Dembélé qui va avoir une intelligence dans son placement, c'est-à-dire un pressing, couper les passes, c'est-à-dire se placer entre les lignes, donc empêcher une relance. Tout ça, c'est des marqueurs défensifs qu'on n'a pas en indicateur, et donc qui ne peuvent pas être notés. Ce qui fait que automatiquement, Dembélé, il est moins dans le contact, etc., encore moins que Messi, ce qui fait que il se retrouve avec une note défensive qui n'est pas folle. Et pourtant, défensivement, moi je le mets pas derrière Messi, je le mets pas derrière Neymar, et je le mets peut-être pas derrière Suarez. Donc voilà, c'est très... Voilà, il faut faire très attention à ça, parce qu'en fait, du coup, de la même manière, Messi, bon, il défend pas, mais ça c'est normal, mais c'est embêtant de voir que la note totale de Dembélé se retrouve à 11,50 à cause d'une note défensive catastrophique, alors qu'en réalité, c'est un neuf qui défend très bien, qui bloque la relance, qui empêche la première relance, qui mène un pressing. Et voilà, donc c'est la limite des stats. Les stats, ça dit beaucoup de choses sur un joueur, mais ça peut pas tout dire, et à un moment donné, il faut aussi observer. Là, le jeu, c'était de comparer au niveau statistique. Donc forcément, on reste sur l'idée de base. Mais voilà, globalement, on voit que le meilleur joueur offensif, c'est Désiré Doué, clairement. C'est le plus complet, et le
plus complet avec des notes hautes globalement. Meilleur défenseur en attaque, c'est le 3e joueur, et à la passe, c'est le 2e joueur. Donc il se retrouve en fait premier. Et on a un Neymar qui le suit parce qu'offensivement il est très fort, qu'à la passe il est très fort aussi, que défensivement il s'en sort plutôt pas mal. Et derrière on a Messi parce que offensivement et à la passe il est très très fort, même si défensivement il fait pas le travail. Et un Kvara qui va suivre juste derrière, qui est lui il a 13 partout. C'est le bon joueur qui fait son travail. Et par contre on a un Suarez qui est l'offensif le moins complet, clairement. Il domine pas offensivement. Il n'a pas une qualité dans le jeu à la passe qui fait qu'il va surnager par rapport à un autre neuf. Et défensivement, il n'a pas non plus des stats impressionnantes. Donc voilà, c'est pour vous dire que les stats, ça dit beaucoup de choses, ça peut expliquer beaucoup de choses. On arrive à voir des tendances, par exemple sur les milieux de terrain, sur les latéraux, où on voyait que Hakimi est un latéral plus offensif et que du coup on peut le comprendre parce qu'il a un Désiré Doué, un Kvaratskhelia qui font un travail défensif impressionnant. Donc Hakimi peut monter. Par contre, on a un Dani Alves qui va moins se projeter devant. Pourquoi ? Parce qu'il a un Messi qui, au final, il a 6,43, donc qui défend pas. La même avec Jordi Alba. Mais est-ce qu'ils ont besoin de monter ? Parce qu'ils sont tellement forts offensivement, Messi et Neymar, que est-ce que les deux ont besoin de monter ? Non. Donc, on voit que l'entraîneur va articuler son équipe en fonction des caractéristiques de chacun des joueurs et d'essayer de mettre en avant les qualités, les plus grandes qualités de chacun. Et le milieu de terrain, pour moi, l'analyse des stats donne beaucoup d'indications sur le style de joueur au milieu de terrain et le style de jeu qui était appliqué. Et on comprend en fait les petites variations qu'il peut y avoir au niveau collectif par rapport à ça. Voilà, donc on a enfin fini cette analyse comparative entre le PSG 2025 et le Barça 2015. On l'a vraiment fait sur tous les plans, que ce soit collectivement ou individuellement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et surtout à partager au maximum la vidéo. Franchement, essayez de partager, ça fait vraiment plaisir. Et on se retrouve très très prochainement pour le classement Ballon d'Or 2025 où on va faire la liste des 30 et on va classer directement statistiquement et voir qui mérite statistiquement le Ballon d'Or. Donc je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.